Cécile Coulon, à vous de jouer. Donc, seule en sa demeure. Bon, ça ne se dit pas, mais voilà, tout le monde peut constater que vous êtes une très jeune femme. Vous savez que ça fait quand même très longtemps que je suis jeune, et il va falloir que ça s'arrête à un moment donné, justement, cette jeunesse. Il y a très longtemps que vous êtes jeune, puisque vous en êtes à votre 8e roman, déjà. Et vous êtes un peu l'une des figures de proue de la nouvelle génération. Et pourtant, et ça c'est ce qui me frappe, on a déjà eu l'occasion d'en parler, la plupart de vos romans ne traitent pas de votre époque, mais nous renvoient vers le passé. Ici, Seul en sa demeure, évidemment, il s'agit du 19e siècle. Mais pourquoi, bon sang, vous échappez comme ça vers le passé, alors qu'on sent que vous êtes tellement dans votre époque? En fait, je pense que je ne me sens pas tout à fait à ma place, d'une part dans cette époque, et aussi parce que écrire une fiction, c'est d'une certaine manière avoir de la distance sur ce qu'on raconte. Or, si je dois écrire sur mon époque, qui est foisonnante, qui va très vite sans aller très loin, j'ai peur, 5 ans plus tard, de me dire « Mais mon Dieu, pourquoi j'ai écrit une chose pareille ? Et quelle ineptie j'ai pu écrire ?» Et je pense que pour moi, de délocaliser mes histoires dans le temps, c'est aussi une façon, d'une part, de prendre de la distance, de me remettre à ma place et d'aller explorer des mondes que je connais peu, que je connais mal et que je ne connaîtrai jamais. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure de documentation et d'imagination. Peut-être que l'imaginaire, pour moi, c'est là où il a la place de se densifier, de se développer. Et si je devais aujourd'hui faire un roman avec des personnages qui sont sur les réseaux sociaux, qui utilisent la technologie, je serais perdue. Je serais perdue parce que moi-même, je ne suis pas capable de suivre en réalité. Alors, dans Seul en sa demeure, Aimée, une jeune femme, arrive au domaine de la Forêt d'Or, rejoindre l'homme qu'elle vient d'épouser, Candre Marchère. On reparlera tout à l'heure des prénoms de vos personnages. Et elle découvre que ce domaine est hanté par le souvenir de la première femme de ce Candre Marchère. Le domaine est aussi régi par une servante, Horia, toute puissante, et vous nous plongez dans une atmosphère de mystère, de non-dit, de passion latente. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à Rebecca, de Daphné du Maurier. La parenté, elle est là, elle existe, elle est évidente, vous ne pouvez pas la nier. Et on se calme, Bernard. Avouez. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'on me dit beaucoup que on me dit pas mal que c'est une ressucée de Rebecca. Moi, je pense que c'est plutôt une ressucée de Barbe Bleue. Mais voilà, moi, j'étais plutôt partie sur Barbe Bleue. Mais Rebecca étant un très grand texte, un très beau texte, et surtout un très grand film, pour ma part, je crois que je préfère le film parce que j'ai une passion pour Hitchcock. Mais oui, la parenté est là, même si j'ai lu Rebecca il y a très longtemps, au lycée. Donc ce n'est pas un texte que j'avais en tête au moment de l'écriture. J'avais Une vie de Maupassant, j'avais Barbe Bleue, j'avais Léo de Hurlevent, mais Rebecca est venue à la fin du texte quand on m'a dit quand même, il y a ce fil rouge entre les deux livres et c'est indéniable, donc oui, j'avoue, Bernard. Et je pense aussi qu'il y a quand même au 19e, en tout cas dans ce qu'on appelle la littérature gothique, un pitch qui est assez souvent, mais qui est aussi là en littérature classique française, à savoir une jeune femme, mariage arrangé, domaine du nouveau mari, et les ennuis commencent. C'est à peu près 85% du 19e siècle en France, sans parler de l'Angleterre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser ce canevas, et à l'intérieur de ça, de s'échapper justement de ce 19e, de s'échapper de ces codes-là, et de faire un conte, de se dire, mais en fait, aujourd'hui, les questions que se pose cette jeune femme, qui ne connaît rien, ni à son corps, ni au corps de son mari, ni à la vie, dans tous ces aspects pratiques, et ben les questions qu'elle se pose à 18 ans, quand on la marie, c'est les questions que peuvent se poser des jeunes femmes à 18 ans aujourd'hui, quand il faut choisir entre la sécurité et le désir, quand il faut choisir entre un amant et un mari, quand il faut choisir entre ce qui est bien et ce qui est bon. Et ce qu'il faut choisir. Et en fait, en écrivant, j'ai compris ça. J'ai compris que si j'avais envie de faire un livre qui d'abord me plaisait, il fallait faire un livre qui
débusque des codes pour ensuite les passer par la fenêtre. Et puis, voilà, vous faites tout valser. Et puis, il y a un personnage dont il faut absolument parler, qui est le lieu. Chez vous, ça c'est une caractéristique de la plupart de vos livres. Le lieu joue un rôle capital. Et ici, c'est cette forêt d'or, qui d'ailleurs porte très mal son nom, une forêt sombre, très, très inquiétante. Avant d'en parler, on va écouter la lecture d'un extrait de votre livre par Anne-Sophie Goubet, que l'on accueille comme il se doit. Le domaine Marchère lui apparaîtrait nettement, comme un paysage après la brume. Une fois le brouillard des sapins levé sur la colline, Aimée retiendrait dans sa gorge un hoquet de surprise. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil. Jamais elle n'aurait pensé y vivre. Une bâtisse de pierre et de bois, aussi large qu'un couvent, aussi haute qu'une église, trônait au cœur du paysage. Le toit était de tuiles rouges ou noires, qui tombaient sur des fenêtres rondes à l'étage supérieur, puis rectangulaires et longues. Les volets, de bois huilé, mangeaient la façade, et le lierre courait de haut en bas, enroulant sur les vantaux de longs doigts verts et noueux. Le chemin remontait vers la maison, puis se divisait en 2 branches. L'une menait à l'écurie, l'autre au logis des domestiques, à l'arrière du domaine, dans l'ombre écrasante du château, oui. C'est le mot qui lui viendrait à l'esprit. D'une architecture étrangère à ce qu'Aimée connaissait des habitations de la région, des fermes et domaines souvent bas, longs, cachés et solides. En voyant la demeure se dresser sur son flanc d'herbes courtes, Aimée ne saurait décrire la couleur des murs, ni le nombre de pièces que pouvait abriter pareil lieu. Le château se fondait dans la végétation, comme s'il était né de la forêt, protégé par elle sans qu'elle le dévore, habillé par ses feuilles et ses plantes grimpantes, bourdonnant d'abeilles et pourtant étincelants et propres comme les costumes et chevaux de Candre. Elle imaginerait un œil géant, de lumière et de verdure, tandis que la voiture s'arrêterait devant l'escalier usé, vestige des caprices de Jeanne Marchère. Un œil immense posé sur elle, aux cils de vantaux plats, aux cernes de vitres impeccables. Elle devinerait derrière ce regard la vie qui respirait doucement à l'intérieur, la lumière jaune dans le salon, sa chambre au premier étage. Elle savait que ce serait là, sa chambre, puisque c'était la seule fenêtre ouverte de toute la façade, et Aimée saurait que Candre avait donné des instructions à Henria, la bonne. D'ailleurs, Henria apparaîtrait de derrière la maison, son gros corps prisonnier d'un tablier noir, les tempes gonflées par le travail, les yeux gris et sérieux. Elle attraperait les malles, guiderait Aimée, dirait 2 mots sur une marche branlante de l'escalier où madame devrait faire très attention. Aimée suivrait sans rien dire, prise par la vie nouvelle, rongée par la stupeur et la timidité. Elle ne saurait, en ces lieux, quoi répondre au silence de la forêt. Est-ce que je me trompe si je vous dis que j'ai la sensation que vos livres et vos histoires commencent d'abord par un lieu, le choix d'un lieu et la définition de ce lieu? Eh ben, vous ne vous trompez pas. Il se trouve que pour écrire une fiction, mon personnage principal, c'est toujours l'endroit où va se dérouler l'histoire ou les histoires. Et je commence à écrire une fois que j'ai choisi mon décor qui doit palpiter aussi fortement que l'âme de mes personnages. Et je pense que pour ce livre-là, il y a quelque chose qui a changé par rapport au précédent. Je suis toujours restée sur mes terres, les terres où j'ai grandi, donc, les terres qui m'ont éduquée. L'Auvergne et la Drôme, la Corrèze aussi, qui sont les terres où j'ai grandi, où mes grands-parents m'ont élevée, et mes parents. Et là, il a fallu, pour des raisons très personnelles, après Une bête au paradis, qui était le livre précédent, aller ailleurs et ouvrir la porte, justement, et changer de terre, et peut-être s'enterrer un peu aussi. Et donc, on ne l'a pas dit encore, on est dans le Jura. On est complètement dans le Jura, région que je ne connais pas. J'ai traversé cet endroit il y a 7 ans en voiture, la nuit, et je me souviens d'être
d'être passé, alors ça ne doit pas faire partie encore du Jura, mais devant les salines d'Arc-et-Senans, les anciennes salines royales. Est-ce que ça fait partie du Jura? On est dedans ou à la limite? Et de m'être dit de nuit, en novembre, il faisait un froid mais abyssal, et de m'être dit, mon Dieu, mais c'est un décor absolument merveilleux et angoissant de roman. Et cette idée a fait son chemin pendant 7 ans. Et là, quand je me suis dit, voilà, il va falloir prendre quelques vacances un peu loin, 300 km, même pas de l'Auvergne, enfin de l'Auvergne telle qu'on la connaît avant, pas de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, je suis pas pour moi ça du tout. Il va falloir trouver un autre lieu, et c'est comme s'il y avait une ampoule qui s'allumait de cette ancienne idée qui était restée là au chaud et qui est devenue énorme. Les lieux, les paysages, est-ce que pour vous aussi ça contribue à faire avancer le récit, à nourrir donc votre inspiration romanesque, et comment vous les travaillez, même si évidemment vos livres, les contextes sont très différents, mais c'est essentiel, ouais, c'est même premier, avant même le personnage, le paysage. Parce qu'on peut en avoir l'expérience immédiate. J'ai écrit sur Jeanne d'Arc, c'était il y a 6 siècles. Mais si vous allez à Don Rémy, l'endroit où elle est née, ça n'a pas changé. Et donc les collines que vous voyez, la vache que vous voyez, c'est la même que celle qu'elle a vue. Le clocher, là, il se trouve que c'est la même, et sa maison existe. Donc vous pouvez vous faire une représentation physique, non pas d'elle-même, mais de ce qu'elle a vu. Et donc vous êtes son contemporain à ce moment-là. Donc le paysage, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, on est en relation avec... On écrit sur une période déterminée, mais lorsqu'on est dans le paysage, on est avec les siècles. On touche à une sorte d'infini sur Terre, dans le temps et dans l'espace. Lilia, Hassen? Oui, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est comme dans la vie, les maisons sont des personnages. On sait tout de suite si on va s'entendre. Et souvent, quand on visite un appartement ou une maison, c'est une vraie rencontre, une rencontre avec un caractère, avec une entité, elle est située dans un paysage. Donc ça dit énormément de choses. Et forcément, ne serait-ce que par le choix du lieu où on écrit, du lieu où on vit, on ne peut pas écrire partout, on a chacun nos lieux de prédilection, et donc le lieu est fondamental. Et dans le roman, enfin, on en reparlera tout à l'heure, en tout cas dans le mien, c'est un personnage à part entière qui a une vraie évolution. Et les lieux ne vieillissent pas tous de la même manière. David Diop. Oui, moi j'ai besoin de voir en fait, et je transforme ensuite les lieux. Je crée des géographies imaginaires à partir de géographies réelles. Et je me suis rendu compte que dans La Pente du voyage sans retour, je faisais faire un voyage initiatique à la fille de Michel Alençon pour qu'elle découvre le manuscrit secret, et que ce voyage courait sur la même distance que celui qu'avait fait son père au Sénégal. Donc voilà, il y a des correspondances aussi entre les paysages et les sensations qu'ils produisent. Cécile Collomb, une dernière question, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez l'art de... Il y a Amélie Nothomb aussi qui nous fait ça souvent, d'aller chercher des prénoms exotiques, enfin absolument des prénoms rares et incroyables. Alors ici on est servi, il y a ce Candre, donc le mari, bon Aimé, ça c'est plus courant, Alette, qui est le prénom de la première épouse, Angelin, un personnage que vous découvrirez, Emmeline... Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de jeu pour vous? Au contraire, c'est dès le départ de choisir des prénoms comme ça installe déjà la psychologie d'un personnage? En tout cas, moi, je ne commence pas à écrire une histoire tant que j'ai pas ma liste de prénoms. Et je veux qu'on puisse voir et aimer un personnage uniquement avec son prénom. J'ai aussi une petite passion pour les monuments aux morts. Sur lesquels je vais piocher allègrement, mais les monuments morts Première Guerre mondiale, oui, parce que je suis un peu, j'ai des goûts spéciaux, et je choisis des prénoms parce que je les trouve
je ne sais pas si c'est exotique, mais certains ont été visiblement oubliés. Ils sont évidemment chargés d'histoire et ils ont ils racontent quelque chose en 2 syllabes. Et Candre, ça fait partie de ces prénoms-là que j'ai trouvé sublime, cette candeur qui dérape est pour moi l'histoire de ce personnage. Il y a déjà un roman dans le prénom. Absolument. Dans Candre. Seul en sa demeure, Cécile Collomb aux éditions de l'Iconoclaste. Merci.